Bonjour à tous, vidéo de correction pour les terminales S sur l'exercice phylogénétique sur la molécule TNF-alpha. Alors, revoyons les consignes. Le TNF-alpha est une molécule intervenant chez l'homme dans la réaction inflammatoire. Cette molécule a été isolée chez plusieurs vertébrés. D'autre part, en 2002, des scientifiques ont identifié chez la drosophile, Drosophila melanogaster, c'est son nom latin, une protéine membranaire, EG, qui a les mêmes effets que la TNF-alpha. Donc, quel est ce qu'on attend de vous? La consigne réelle, c'est expliquer en quoi la comparaison des différentes molécules du document 1 indique une origine ancienne, commune des molécules intervenant dans la réaction inflammatoire et conforte le positionnement des espèces dans l'arbre phylogénétique du doc 2. Votre réponse consistera en un texte concis de quelques phrases. Pour le doc 1, aucun calcul de pourcentage n'est attendu. Donc je vous rappelle que c'est un exercice à 3 points de type bac, ce qui signifie pas d'introduction, juste un paragraphe explicatif qui répond à ces deux choses, puisqu'on a bien deux éléments. 1. Montrer qu'il y a une origine commune à toutes ces molécules, et 2. Prouver que l'arbre phylogénétique qu'on vous propose est correct. Alors, qu'est-ce qu'on a comme document? Le document 1, c'est le document d'alignement et de comparaison des différentes protéines TNF-alpha ou EGER qu'on a trouvé chez Drosophile d'après la consigne. Et tout ça avec comme référence la TNF-alpha humaine. Donc, vous voyez qu'il y a les séquences, on a des lettres. En bas, on vous donne comme information que lorsqu'il y a une étoile, ça veut dire que les acides aminés sont identiques. Donc, on a affaire à une protéine, c'est une molécule protéine faite d'une succession d'acides aminés. La similitude résulte d'une substitution d'un acide aminé par un autre qui ne modifie pas la fonction de la protéine. D'accord, donc ça veut dire qu'on va mettre que c'est pareil si ça n'a pas changé la fonction protéique. Et puis les lettres correspondent à des acides aminés, comme exemple V comme valine. Donc les étoiles, ce qui va nous intéresser, nous, c'est quoi? C'est de regarder les points communs entre ces molécules. Pourquoi? Deux choses sont demandées. La première, celle qu'on va traiter en premier d'ailleurs, c'est le fait de prouver que ces molécules ont une origine commune. Comment on fait ça? Tout simplement, on a déjà vu que des molécules sont dites homologues. Ça veut dire qu'elles dérivent d'un gène commun à partir du moment où elles ont un grand nombre de similitudes, ou au contraire très peu de variations. Alors très peu, au-delà de 20%, où on avait déjà vu sur des protéines, sur des gènes, ça suffisait. Donc il va falloir montrer finalement si elles sont homologues, donc avoir une origine commune, elles ont très peu de différences. Donc on va forcément regarder les données. Alors on peut compter les variations, ça devient compliqué si vous regardez déjà juste comme ça avec un coup d'œil sur les deux derniers. De toute façon, on vous a précisé qu'on n'attendait pas de pourcentage, pas de calcul, donc une approximation suffira. Donc si on commence par ça, si je regarde de la comparaison des TNF-alpha humain-chimpanzé, je vois qu'il n'y a aucune différence. Ces deux molécules sont totalement identiques, ce qui conforte le fait qu'elles ont une origine commune, elles sont totalement homologues. Si on regarde la différence humain-souris, on a un petit peu plus de différence. Donc je vous rappelle qu'on repère plus facilement avec les étoiles. Dès qu'il n'y a pas une absence d'étoiles, ça veut dire qu'il y a une différence. Donc si on les compte, on obtient ici 11 acides aminés différents. Donc on a quand même beaucoup plus de similitudes, donc on peut quand même arriver à dire finalement que ces molécules sont homologues, donc elles ont un gène ancestral commun, elles dérivent d'un même gène. Leur même raisonnement va pouvoir être produit entre l'humain et le dorade, même si en effet on voit qu'il y a d'autant plus de variations, et pareil, humain drosophile, même si le nom de la molécule est différente. Voilà, il y a des grosses zones identiques, même si en effet vous allez pouvoir me dire qu'il y a aussi beaucoup de différences, mais je vous rappelle que déjà autour de 20-25%, on considère qu'une molécule est homologue, donc on est dedans. Donc finalement, avec ces documents et la comparaison, vous pouvez déduire que ces molécules, finalement, elles sont assez proches d'un point de vue de leur séquence, plus ou moins bien sûr. Donc on peut considérer qu'elles sont homologues et qu'elles dérivent d'un même gène ancêtre. Donc ça correspond finalement, si on revient au sujet, à la première partie, on montre une origine ancienne commune de ces molécules de la réaction inflammatoire. La deuxième partie du sujet correspondait à l'étude de cet arbre phylogénétique, c'est-à-dire qu'on devait montrer que vos analyses moléculaires
arriver à justifier cet arbre phylogénétique. Donc déjà, forcément, il faut être à l'aise avec la lecture d'arbre phylogénétique. Je vous rappelle que les nœuds, ici qui sont numérotés, correspondent aux ancêtres communs. Plus deux espèces ont d'ancêtres communs en commun, donc par exemple le chimpanzé et l'humain ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 ancêtres communs en commun, et donc par rapport entre l'humain et la grenouille par exemple, ils ont que 1, 2, 3, 4, 5 ancêtres en commun, donc l'humain est plus proche du chimpanzé. Donc il y a une lecture, ici on a les espèces actuelles, il y a une lecture de temps, ça va dans ce sens, ici on a donc l'ancêtre commun à l'ensemble de ces espèces et le plus ancien. Donc finalement, d'après ce document, on vous explique que le chimpanzé et l'humain sont deux espèces proches, et que par exemple, l'humain et la souris sont aussi relativement proches, mais moins qu'avec le chimpanzé. Donc est-ce que les données moléculaires nous le valident? Bien oui, puisqu'on a dit que les deux molécules étaient totalement identiques entre l'homme et le chimpanzé, donc leur ancêtre commun avait exactement la même. Mais a priori, entre l'homme et la souris, on a une légère variation, puisqu'on a 11 acides aminés différents, ce qui signifie donc que entre l'ancêtre commun de l'homme et la souris, et ensuite les deux lignées qui sont séparées ont accumulé des mutations différentes qui font qu'on arrive à des molécules différentes. D'accord? Donc, pour savoir qui est plus proche de qui, on va regarder les points communs, là encore, dans les molécules. Plus on a accumulé de mutations, plus ça veut dire que les deux lignées se sont séparées il y a longtemps. D'accord? Ça marche si on considère, petite remarque, que les mutations ont lieu au même rythme sur toutes les lignées. Petite remarque. Du coup, si on regarde ça, on a bien justifié entre homme et chimpanzé, homme et souris. On voit ensuite que l'homme est plus proche de qui entre la dorade et la drosophile. De la dorade, il y a moins de différence, et plus de différence avec la drosophile. Donc si on regarde là, est-ce que c'est cohérent? Chimpanzé humain plus proche, un ancêtre commun plus récent. Ensuite vient la souris. Ensuite vient l'ancêtre commun par rapport aux espèces qu'on étudie de la dorade. Et enfin, ici, on a l'ancêtre commun avec la drosophile. Entre l'homme et la drosophile, il est ici. Donc finalement, les données moléculaires justifient parfaitement l'arbre phylogénétique qu'on vous propose en Doc 2. Voilà ce qu'on attend de vous. Bien sûr, c'est à rédiger. Vous pouvez très bien d'abord prouver ce qu'on a fait, utiliser la structure qu'on a faite, c'est-à-dire d'abord prouver que ces molécules dérivent d'un gène ancêtre, puis justifier l'arbre phylogénétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt.